J'ai commencé en sortant d'une école de radio à 18 ans qui s'appelait le Studec. Je faisais de la radio, je bossais sur FG, sur Chéri FM, un peu sur Énergie. J'ai toujours adoré la musique parce qu'avec Damien Mulem, un de mes associés aujourd'hui, on avait un groupe de musique qui s'appelait 22 quand on avait 15 ans. On avait sorti 2-3 musiques un peu rigolotes qui ont marché, qui ont tourné, mais c'était pas notre cœur de cible, c'était l'analogique électronique et surtout dans les soirées, un peu dans les caves à Bastille. Et en fait, en sortie de cette école, je me suis dit qu'il fallait que je monte une affaire et j'ai monté Anti-Radar, quelque chose qui fait des avertisseurs de radar. J'ai distribué dans 3 ou 4 magasins que j'ai monté en propre à l'époque, j'avais 18 ans. Et très vite, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Fabien Pirlot, qui a inventé le concept Coyote. On s'est associés. J'ai participé à tout le développement en tant qu'actionnaire, en plus à tout le développement de cette boîte pendant les 10 ans où ça a surfé sur l'explosion justement de l'équipement des automobilistes par nos petits boîtiers. Alors on a fait évoluer les boîtiers, on est passé au smartphone, on est passé à plein de choses. Et au fur et à mesure, les concurrents sont arrivés et Waze nous a un peu fait du mal. Donc du coup voilà, on est en train de regarder d'autres axes de développement. Je suis toujours un petit peu chez Coyote, mais j'ai décidé en 2014 de lancer ma propre entreprise, ce groupe qui s'appelle 22, venant du groupe de musique exactement qu'on avait créé avec Dame il y a longtemps. Et en fait 22, j'ai voulu m'orienter technologie parce que c'est un peu ce que j'aime faire et ma passion. J'allais au CES depuis très longtemps grâce à Coyote et compagnie et en fait j'ai eu envie de monter quelque chose qui se ferme aucune opportunité et qui permet justement de tout exploiter dès que quelque chose nous semble bon. Donc une grosse part de feeling et de prise de risque. On horizontalise toutes les technos. C'est pour ça que via différentes marques en dessous, on exploite des technologies. La VR dont on va parler grâce à Oram VR, la marque qu'on a créée en dessous 22. On fait de la réalité augmentée, on fait des intelligences artificielles, on définit dans des bots, dans de la robotique, dans plein de choses. On va même vers de la biologie, vers de la science, qu'elle soit neuro, qu'elle soit même nano et physique. Ma passion aussi, c'est ce système ASICS de transistors qui s'empilent pour prendre des milliers de décisions dans un minimum d'espace. Voilà, j'aimerais bien passer à l'étape d'après, essayer de comprendre comment on va pouvoir faire intervenir le quantique dans le physique. Voilà, c'est cette passion pour le monde de demain en fait. On est à l'ère d'une révolution transhumaniste. Je pense que la biologie s'est écartée de la technologie, mais un chipset ça reste du silicium, donc du sable. Et je pense que cette biologie va forcément revenir vers cette technologie. Et ce que je pense, c'est qu'il faut commencer à exploiter les technologies digestes aujourd'hui pour pouvoir en créer des cas d'utilisation pour le grand public, en fait les hommes de demain, et pour justement venir petit à petit sans rester dans ce secret ou dans cette discrétion des intelligences artificielles qu'on ne comprend pas trop. Donc en gros, j'ai envie de rendre digeste des technos pour tout le monde et faire kiffer. Dans la VR, en ce moment, c'est vrai qu'on essaye de tous bosser ensemble et de tous toucher un peu à tous les postes pour 2 choses essentielles, je pense. La première, c'est que c'est nouveau. Donc quand c'est nouveau, il y a peu d'expérience. Et ensuite, le nouveau est souvent exploité via un tunnel de passion. Et donc quand tu mets du nouveau et de la passion, on n'a que envie de toucher à tout à l'intérieur. Et donc forcément, c'est au plus taré qui aura la meilleure idée, qui arrivera à faire la meilleure rendue, qui arrivera à donner le plus d'effets waouh et de plus de magie et d'empathie et de téléportation aux gens qui sont en face. C'est pour ça qu'on se met tous dans le melting pot et qu'on essaie de se rassembler pour pouvoir créer des trucs ouf. On parle de temps en temps avec Okio, on parle de temps en temps avec d'autres, et leur sujet c'est la narration, c'est la production, c'est voilà, comment narrer à 360. C'est leur métier, ils savent super bien le faire et ils explorent petit à petit. Et cette narration, une fois qu'on va avoir trouvé un vrai sens logique à notre manière de réagir dans la 360 en virtuel, et si il y a la réalité augmentée qui arrive et pourquoi pas l'hologramme qui se matérialise, et ben là on saura déjà autoporter des UI
autour de nous et pour voir, avoir notre flux Facebook là, nos mails ici, nos trucs en permanence. Alors que ce soit par de la stimulation neuro ou autre, ou que ce soit de la projection rétinienne, ou que ce soit tout simplement de la projection dans des endroits donnés, un bureau demain, ce truc-là, l'objectif technologique, donc les étapes à passer, dont la VR est une des premières, c'est de faire disparaître et de transporter tout ce qu'il y a à l'intérieur autour. Ce truc-là, c'est un via aussi. Donc supprimer les via, c'est, je pense, en tout cas, l'objectif des différentes étapes, et la VR en est une première. Bah, y a un truc tout con, c'est quand j'étais petit, je regardais le cinquième élément, j'étais passionné de voiture, bah, d'où Coyote après. Ouais. Et le cinquième élément, c'est Corben, ouais, ouais, quand il monte dans sa bagnole, on lui dit qu'il n'y a plus de points de permis. Demain, c'est faisable. Alors que c'était il y a 10-15 piges. Donc demain, tu es capable de monter dans ta bagnole, d'être connecté au système de la préfecture de police et que le truc te fasse un anti-démarrage si tu n'as plus de points de permis. Ça, c'est exploitable très vite. Donc forcément que la science-fiction arrive au fur et à mesure et dicte même sûrement, et s'inspire de la R&D qu'ils ont à l'heure où ils font le film. Hein. Mais ça concrétise sur des cas technologiques. Et oui, je crois que ça va arriver, cette science-fiction. Je crois que ce truc-là, qui s'appelle un rétroprojecteur et qui est énorme et qui projette sur ce que tu veux, mais qui reste quand même plat, pourquoi demain on ne paralléliserait pas les lentilles ou on les mettrait dos à dos et comme la caméra et comme les Samsung Gear et compagnie, pourquoi on n'en ferait pas un projecteur à 360 pour sur n'importe quel mur afficher ce qu'on veut. Y a une société, une start-up là, qui vient de se lancer sur un truc de crowdfunding, qui est une ampoule que tu mets un peu où tu veux et tu projettes ce que tu veux où tu veux. Donc tu peux l'accrocher au plafond, projeter quelque chose là, puis jouer, on peut jouer avec notre portable, aux dames tous les deux, en projeter. Enfin, on commence à vouloir mettre sur les murs et à droite et à gauche un peu toutes nos interfaces. Ça va venir petit à petit. Et oui, pour répondre à la question, je pense que la science-fiction, ou en tout cas la science et la fiction, vont petit à petit devenir des cas d'utilisation. Ouais. Déjà, comme il y a marqué sur le site de RAMVR, du coup, l'expérience, c'est tout ce qui compte. Parce que, à la fin, la conclusion, c'est qu'est-ce que j'ai vécu et comment je le retiens. Il y a une étude de Stanford qu'a repris Chris Milk de John qui dit que quand tu vis quelque chose à 360, donc quand tu es immergé dans une scène virtuelle, tu as un facteur d'empathie qui est coefficient x2 et donc du coup, ça s'inscrit, ton expérience s'inscrit dans la zone du souvenir et pas dans la zone de l'information. Ce qui fait que quand tu vis une expérience à 3.6, eh ben, c'est souvent quelque chose que tu retiendras beaucoup plus que les autres expériences informatives. Après, l'échelle, elle est relative parce que finalement, c'est à ton niveau de créativité, à ton niveau de sensibilité et de vibration que tu sauras si c'est bon ou pas. On aime beaucoup nos mamans et on est toujours en train de se dire est-ce que ça lui plairait. Ensuite, on aime beaucoup nos clients et on est toujours en train de recroiser avec leurs objectifs. Et après, c'est libre et personnel, donc ça reste subjectif, mais on espère faire la meilleure expérience à chaque fois pour nos clients. Après, c'est vrai que c'est dur de mettre un étage à qu'est-ce que tu penses c'est une bonne expérience ou pas. En gros, quand tu sors avec le smile, pour nous, c'est un bon indicateur. Le feedback et la satisfaction des clients, c'est en gros ce qu'ils disent et on n'hésite pas à se démonter, c'est pas grave. L'objectif, c'est voilà, si j'ai pas été bon, c'est une opportunité pour être meilleur. On se fait des expériences nous aussi avec du photoréalisme, des endroits où j'ai fait une expérience, c'est resté 1 heure sur Mars. Et 1 heure sur Mars, je t'assure que quand tu enlèves tes lunettes et que tu reviens dans ta salle de réunion, le cerveau pendant 5 secondes se pose des questions. Mais vraiment, même quand on a connaissance de cause. On bosse pour des hostos en ce moment, des hôpitaux, pardon, où on travaille sur, on va dire, l'hypnose. L'hypnose. Comment opérer un patient sans sédatif? L'hypnotiser en réalité virtuelle. Et on a un POC en ce moment qui vient d'être fourni de 6 minutes pour un hôpital. Ça va être testé dans 1 à 2 semaines. L'objectif, avec bien sûr quelqu'un qui sait faire de l'hypnose, qu'on a enregistré et qu'on a filmé, et avec cette vidéo-là, on va réussir à hypnotiser la personne et qu'elle se fasse opérer tout en étant
complètement dans la réalité virtuelle et sous hypnose. Donc du coup, on teste des trucs. Là, pour le coup, ça serait une expérience remplie à 100%. Si la personne ne sent pas qu'on l'a ouvert en deux, c'est quand même quelque chose. Après, on fait avec le HTC Vive des expériences qui sont assez folles, type des escape games où tu es dans des situations complètement de stress, où tu viens occulter en fait t'occupes la sensibilité de la personne, t'occupes ses émotions, du coup, et en fait, en occupant ses émotions, ça te permet de le perdre un petit peu plus et de lui faire croire qu'il est toujours en train d'avancer, de lui faire croire qu'il est vraiment dans cet endroit-là, avec la qualité de modélisation. Et en fait, on a fait un escape game dans une cellule de prison où tu restes bloqué 1 heure. Et enfin, pareil, hein, quand tu sors de l'heure où tu étais dans la cellule de prison à essayer de scier les barreaux, alors oui, tu es dans un truc gamifié, donc c'est des barreaux avec une scie un peu, avec les manettes. Mais putain, t'es dedans. Bon, il y en a toujours qui te disent le jeu et le cul, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va lever un business ou un secteur. Je pense pas trop le cul finalement, mais plutôt le jeu, là, pour la VR. Alors oui, le cul forcément qui a des marchés, mais c'est pas ce qui va tirer peut-être tout de suite. Le game, ça va être un truc de fou. Il y a un truc qu'on remarque, c'est la formation. La formation, euh, c'est hallucinant. On a EDF qui nous demande de réparer des éoliennes, on a Bourbon qui nous demande de former des gens sur le pilotage des bateaux, on a tout un tas d'industriels qui aujourd'hui ont du mal à recruter et former parce que c'est pas sexy leur training lab en ce moment. Sauf que recruter des jeunes avec de la techno, c'est plus simple, et les former avec de la techno, ça les amuse. Donc du coup, il y a ça qui va sûrement lever un peu le business de la 360. Alors on bosse sur pas mal de trucs. On a créé le département gaming, du coup, avec Dwingle, on va sortir en plusieurs épisodes. Nos escape rooms, enfin escape games, on va les sortir au fur et à mesure sur Steam. On a eu les crédits pour passer sur Steam, donc là on va se lancer, j'espère, fin septembre pour les premiers jeux. On verra les taux de pénétration en fonction du parc et tout ça, si ça le fait, et si on peut justement développer une grosse BU et devenir un studio et envoyer un gros jeu en 2017 ou 2018. Après, nous on bosse essentiellement sur les réalités mixées en ce moment et on essaye vraiment d'aller dans le couplage de la VR, de la l'AR, etc. et créer des expériences, on va dire, euh, communicantes où tu n'es plus en autarcie dans ton casque, tu vois, et essayer d'inclure les autres dans l'expérience que tu vis. Je trouve que c'est plus marrant, donc c'est pour ça les mandarines derrière, les fonds verts, on a une salle en bas, on a fait exploser un pot de peinture vert dans le garage pour essayer de voir, on a tout nettoyé, mais voilà, l'objectif c'est de s'éclater là-dessus. Après, ouais, on veut aller un petit peu dans ce côté gaming parce qu'on pense que c'est l'avenir et le plus fort. On veut rester dans le contenu pour les marques et le rendre de plus en plus interactif. Et on ne réfléchit pas à notre hardware, mais on réfléchit beaucoup au software de demain. Donc on est en train de créer des plateformes, que ce soit du stitch automatique, que ce soit de la diffusion live chez tout le monde pour tout le monde, que ce soit de la téléportation avec plein de choses. On essaie de bosser sur... et on fait pas mal de partenariats avec d'autres boîtes qui sont bonnes là-dedans. Donc ouais, on avance sur les technos. On peut pas tout dire, je suis désolé d'être super vague. En gros, c'est un jeu de fou et une nouvelle manière de faire de l'expérientiel. Voilà.